Même la personne qui est à côté de toi, tu sais, t'es obligé de crier dans son oreille, parce que je te jure, elle n'entend pas à cause des supporters. Ouais. Non, c'est génial, c'est magnifique. Parler ballon sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement ravi de vous accueillir comme chaque semaine. C'est un bonheur pour débriefer, évidemment, avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux, le football belge et toute son actualité, mais aussi parler de ceux qui ont fait justement le sel de notre championnat. Les acteurs, ils sont là. On en a un aujourd'hui, on va vous le présenter dans quelques instants, mais juste avant... Bonjour Xavier Edzi, comment ça va? Ça va pas mal, toi, c'est ça? Très bien, très bien. Je suis très très heureux que tu sois en notre compagnie aujourd'hui. Et puis évidemment, regardez le retour. QTN SLN International, de retour bel et bien présent. Comment ça va mon Quentin? Ça va, ça a été très très bien. Week-end en famille pour l'anniversaire, donc... T'as des petits yeux? Que de mieux. Oh, on a fêté l'anniversaire en famille, les 30 ans. 30 ans, ça se fête, et avec la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, donc on a profité. Voilà, c'est ça, exactement. Et la meilleure manière de lui souhaiter un joyeux anniversaire, c'est un like. Voilà. Vous allez liker tout simplement cette émission. Évidemment, n'hésitez pas à la commenter. Pourquoi? Parce que notre invité aujourd'hui, il est exceptionnel. Il est absolument fantastique. C'est un bonheur de l'avoir en notre compagnie. Monsieur Adrien Trebel est parmi nous. Comment ça va? Bonjour, tout va bien, merci. Merci pour l'invitation, content d'être ici. C'est vraiment partagé. T'es un mec, on l'a dit en off, on aurait vraiment voulu avoir dans l'émission. Donc c'est un bonheur que le match se soit fait. Je disais, ça faisait un petit temps déjà que je voulais t'avoir dans d'autres émissions, dans d'autres concepts, etc. Et puis voilà, les choses se faisant, tu es revenu vers moi, tu m'as dit écoute, c'est possible et tout. Est-ce qu'on pourrait se faire ça? Et puis finalement voilà, c'est magnifique. Il y a des fois, il faut prendre son temps et faire les choses au bon moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Ouais, effectivement. Joueur libre, alors aujourd'hui, effectivement. Bien sûr. Totalement libre comme l'air. Aujourd'hui, c'est un peu ta situation. Ouais, exactement. C'est ma situation. On a résilié mon contrat avec Charleroi d'un commun accord. Et voilà, aujourd'hui, je me prépare pour la saison suivante en attendant le bon projet. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même poser les cadres. T'es vainqueur de la Coupe de Belgique avec le Standard en 2016, champion de Belgique et tu as également gagné la Super Coupe de Belgique avec Anderlecht en 2017. Tu as 33 ans. Tu es aujourd'hui, donc, on l'a dit, joueur libre. Si tu prends du recul, qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Bah, déjà, je suis content d'avoir pu vivre de ma passion. Donc, je remercie aussi les personnes qui m'ont donné cette opportunité. Et à l'époque, c'était le président de Nantes. Donc j'en suis très, très reconnaissant. Content d'avoir gagné ces titres, que ça soit au Standard ou à Anderlecht. Aucun regret parce que même dans les situations difficiles, j'ai toujours montré sur le terrain avec ma façon de jouer que je me donnais à 4000%, peu importe le club et les couleurs que je défendais. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, j'aurais pu jouer dans des meilleurs championnats et des plus gros clubs. Mais comme je le dis et je le répète souvent, un joueur de foot travaille sur lui-même, sur ce qu'il doit faire et personne va pouvoir être performant à sa place sur un terrain. Mais derrière, vous confiez aussi vos intérêts à des personnes et ça, c'est une partie que vous gérez pas. Donc, des fois, il y a les désaccords des clubs. Ça t'a parfois joué des tours? Ouais, je sais pas si ça m'a joué des tours, mais est-ce qu'à un moment donné, les gens qui défendaient mes intérêts ont eu cette capacité à pouvoir me faire franchir un palier? Je sais pas, mais j'ai aucun regret parce qu'après on se fixe d'autres objectifs, on va chercher d'autres choses en soi, on essaye aussi de montrer un autre côté. Et puis voilà, quand j'ai eu ces moments difficiles à Anderlecht où je jouais pas des fois pendant 6 mois et que derrière je travaillais comme un acharné et qu'on me redonnait ma chance, j'étais tout de suite performant. Donc c'était aussi d'autres challenges pour moi et voilà, j'en suis très content et je remercie le foot. Dans le milieu du foot justement, je trouve que tu as vraiment une marque de respect te concernant qui est assez importante. J'en parlais notamment avec Sami Maé, international marocain, ancien joueur de Saint-Tron, on en a parlé ensemble. Sami, après une longue discussion, il m'a dit clairement, moi le meilleur joueur du championnat de Belgique, à ce moment-là, évidemment je joue à Saint-Tron à ce moment-là, c'est Adrien Trebel. Donc il y a quand même, je trouve, une différence d'appréciation entre l'opinion publique et les gens qui t'ont vu jouer sur le terrain. Comment t'expliques ça?
faut pas oublier que j'ai fait un transfert du Standard à Anderlecht. Donc forcément aussi ma cote de popularité a pu chuter à un moment donné parce que j'ai déçu une ville, clairement. Après, en tant que footballeur, je sais de quoi j'étais capable sur un terrain de foot. Je sais que les joueurs m'ont beaucoup respecté sur un terrain de foot par rapport à ce que j'ai réussi à montrer en Belgique. Mais quand vous mettez, voilà, j'ai fait un choix qui était compliqué, que beaucoup de personnes n'ont pas compris, qui était un choix sportif où je voulais gagner des titres, et c'est ce qui s'est passé derrière en signant Anderlecht. Mais forcément, derrière, vous divisez les opinions. Mais voilà, faut être capable de les accepter, de les assumer. Moi, je les assume en âme et conscience. Je savais qu'en faisant ce choix-là, j'allais diviser ma cote de popularité. Forcément, des gens qui allaient m'aimer et d'autres qui allaient moins bien m'aimer. Il y a ce sentiment quand même de ne pas avoir été, comme le dirait Thibaut Courtois concernant les Diables Rouges, reconnu à sa juste valeur. Je sais pas si je dirais que j'ai pas été reconnu à ma juste valeur. Je sais que voilà, j'ai déçu un club, une ville, et forcément après la vie était un peu faussée, mais ça a été aussi compliqué quand je suis arrivé à Anderlecht parce que les supporters au début, je me souviens très bien avec Gunther après notre premier match, on rentre à Nerped et je prends ma voiture pour partir et j'ai une vingtaine de supporters autour de ma voiture qui me disent ouais non nous on veut pas de toi, t'étais le capitaine du Standard et je leur ai dit ouais mais dans 2 mois la donne elle va changer. Et c'est ce qui s'est passé. 2 mois après, la donne elle a changé et les supporters m'ont accueilli. Donc, c'était aussi des challenges personnels pour moi et de me dire, est-ce que tu es capable d'inverser la tendance? Faut être prêt mentalement, faut pouvoir accepter ce genre de choses. Moi, j'ai réussi et je me suis dit, ouais, je sais pourquoi je suis ici. Alors, c'est l'été de la saison, entrée de la saison 2016-2017 que tu es transféré au Standard de Liège. Si ma mémoire ne me fait pas janvier. Janvier. Ouais. Effectivement, transfert absolument incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers gros scoops que je sors. Et effectivement, à l'époque, on ne traduit plus de secret. Tu étais représenté par Nicolas Onissé, qui m'avait fait ce petit cadeau. Et il s'agit vraiment d'une véritable bombe. Il y a, dans ce contexte-là, pour vous replacer véritablement la chose, une vraie prise entre les deux clubs. Le Standard de Liège, d'un côté, est toujours considéré comme un grand club, sort d'une Coupe de Belgique gagnée, donc ça veut dire sera européen la saison suivante. Et derrière, le Sporting d'Anderlecht a quand même l'ambition, la saison suivante, de faire le gros transfert. Toi, tu arrives au milieu de ça. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de ce transfert? Bien sûr. Tout part du repas de Noël, en fait. Tout part du repas de Noël où ma femme, c'était la première fois qu'elle arrivait en Belgique. Donc, c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Pendant ce repas de Noël, en fait. Ma femme arrive à 22h à Bruxelles et voilà, donc la semaine, je préviens la direction en disant ouais, je sais qu'il y a le repas de Noël, ça commence à 20h, est-ce que j'ai l'autorisation de partir à 22h? Et Olivier Renard, à l'époque, me répond non, elle se débrouille. Donc moi, je me suis braqué, je me suis renfermé sur moi-même et j'ai décidé de pas aller à ce repas de Noël. Et de là, j'avais pris ma décision de quitter le Standard de Liège. Derrière, s'en est suivi... quand je prends cette décision, je sais qu'il va avoir des conséquences. Donc derrière, le week-end qui suit, on joue à Saint-Tron. Et le coach à la causerie me dit, écoute Adri, tu seras plus capitaine de l'équipe, mais tu vas jouer parce que tu es un joueur sur lequel on compte. Et je lui dis, y a pas de souci, j'accepte la décision. Je sais ce que j'ai fait, donc forcément, il y a des décisions qui seront prises et je les respecte. Donc il m'enlève le brassard et je suis pendant le trajet du match, je suis au téléphone avec un ami à moi qui me dit ouais, tu le sens comment le match? Et je dis je sais pas, aujourd'hui je pense que je vais mettre un but que je mets pas souvent. Et c'est ce qui se passe à Saint-Tron, je mets une frappe aux abords de la surface en pleine lucarne et voilà, et derrière il y a le derrière on va dire qu'on rentre en trêve hivernale et moi je pars en vacances et je décide clairement j'en parle avec ma mère, mon frère et je leur dis ouais, je vais quitter le club quoi qu'il arrive parce que je digère pas en fait ce qui s'est passé sur le fait qu'on me dise que ma femme doit se débrouiller pour venir jusqu'à Liège. On aurait pu essayer de trouver une autre solution, de prendre un chauffeur ou quoi que ce soit, mais au moins de me proposer quelque chose, mais pas d'avoir une réponse ferme comme ça. Et de là, j'ai dit que j'allais partir. Ensuite, on savait qu'avant Anderlecht, le club qui me voulait le plus, c'était Gand. La Gantoise. C'était la Gantoise, donc je me déplace à Gand. Et je vois Michel Louvagie. Tout se passe très bien. Je vois le coach aussi.
Et voilà, et pendant mes premiers tests, mon manager me montre un message de Herman van Osbeek en me disant Herman qui dit oui, c'est vrai que Trebel va partir, on est aussi intéressé. Donc de là, bah, moi je prends mon temps parce que le mercato vient à peine d'ouvrir, donc je prends mon temps. Je finis de faire mes tests à Gand et derrière, direction Bruxelles et Anderlecht, où je discute avec Herman van Osbeek. Et moi, clairement, pour moi, c'est le moment pour être champion de Belgique. Donc, je décide, comme je le dis une fois de plus, en âme et conscience, avec tout ce qui va se passer derrière, de rejoindre Anderlecht. Ça n'a pas été facile, parce que je savais que c'était un transfert qui allait parler et que voilà, le président au début n'était pas d'accord. Mais quand il y a l'offre de Gand, Olivier Renard met son veto, me dit tu vas jamais aller à Gand, nanana. Mais je lui dis moi personne ne décide pour moi. Si moi je veux aller à Gand, je vais aller à Gand. Si demain je vais aller en Chine, je vais aller en Chine. Si demain je vais aller en Israël, je vais en Israël. C'est pas toi qui décides pour moi. Et il me dit mais tu verras. Une semaine c'est cool, pas de nouvelles de personne. Et derrière Michel m'appelle en me disant on a un accord avec le Standard. Tu peux venir et signer. Mais quand je vois moi les papiers, je me dis mais c'est pas le même accord qu'au début. Je pense que j'ai été transféré pour un peu plus de 3 millions à Anderlecht à l'époque. Sauf que, et c'était le prix négocié dès le départ. Et là, en fait, c'était 1,5 million le transfert, plus un joueur de Gand qui allait à Liège. Et donc moi je dis à Michel, non, je viens pas. Il me dit pourquoi? Et je dis si tu me veux, tu dois payer le prix de base 3 millions. Et derrière, si le Standard veut un joueur de chez toi, bah, ils vont payer en fait. Il me dit, mais pourquoi? Ça change quoi pour toi? Je lui dis, ça change rien, c'est juste une question de principe, parce qu'il y a une personne au Standard qui a mis son veto. Donc, et maintenant, elle change son veto parce que tu vas lui donner un joueur. Bah, moi, j'accepte pas. Je lui dis, moi, j'accepte pas. Il me dit, ouais, mais non, Adrien. Voilà, on discute, je lui dis, j'accepte pas. Donc, j'appelle le président Venanzi à l'époque, et je lui dis, président, je vais pas aller à Gand. Je vais pas aller à Gand. Avant de prévenir le président Venanzi, j'appelle Hein van Azebroek en lui disant merci pour l'intérêt, mais j'ai fait un autre choix sportif, et dans ma tête, c'était que aller à Anderlecht. Je savais très bien que ça allait être compliqué avec le président. J'étais capitaine à l'époque du Standard et que Venanzi, voilà, elle est aussi, c'était un nouveau président. C'était compliqué pour lui de se dire, je laisse mon capitaine partir à Anderlecht. Les supporters lui ont voulu en disant, ouais, pourquoi elle accepte ce transfert? Moi, je lui ai dit, président aussi, à un moment donné, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, pas entre vous et moi, mais je vais plus être la même personne, en fait, au club. Je vais me sentir triste, mal aimé, parce qu'il s'est passé quelque chose avec une personne au club ou voilà. Donc, s'il vous plaît, président, acceptez ce transfert. Voilà, acceptez ce transfert. Ça a mis du temps, et derrière, les deux clubs ont trouvé un accord et j'ai rejoint Anderlecht comme ça. Qu'est-ce qui a, tu penses, dans l'esprit de Bruno Venanzi, fait la différence et le déclic qui lui a permis, après tout ce temps, de dire oui? La relation qu'on avait, lui et moi. Ouais, je pense vraiment qu'on avait une très très bonne relation, qu'on a toujours d'ailleurs. Et voilà, je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit, voilà, président, vous venez d'acheter le Standard, vous êtes un nouveau président, vous êtes nouveau dans le football, mais par moment, bah, faut aussi savoir marquer le coup. Et peut-être que vous, bah, en faisant ce transfert, ça va marquer le coup. Peut-être négativement, peut-être que les gens vont dire, mais il est complètement fou. Mais aussi, vous allez respecter mon choix et ma décision. Et il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Il appelle, il me dit, écoute, je vais discuter avec Anderlecht et on voit, je te promets rien, mais on avance comme ça petit à petit. Et derrière, Herman m'appelle en me disant, c'est bon, on a un accord avec Anderlecht, avec le Standard, tu peux nous rejoindre. Ouais. J'ai dit pas de souci. Ben voilà, c'est un beau transfert en tout cas qui a été réalisé, une très belle anecdote assez incroyable. Toi, Quentin, t'avais vécu ça comme supporter et à l'époque tu l'avais vécu de l'autre côté, donc forcément le déchaînement total, quoi. Ouais, mais du coup. Non, mais c'est bien de contextualiser aussi pour qu'il puisse y avoir. Comme ça, on sait des quiz qu'on ne savait pas forcément ou autre, mais si on suit ce que tu disais, si Renard n'avait pas refusé pour cette soirée de Noël, tu serais peut-être resté au Standard, du coup. C'est possible, je m'y sentais vraiment bien, même si je pense que j'avais fait le tour et que comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de changements au sein du club. Donc, à un moment donné, pour moi et ma progression et pour gagner des titres, fallait aussi que je saute le pas. Là, c'est Anderlecht qui s'est présenté, ça aurait pu être un club peut-être en Allemagne. Ouais, parce que ça a été le déclic à ce moment-là, et à ce moment-là, c'était la Gantoise et puis Anderlecht. Voilà, parce exactement. Que Anderlecht a montré son intérêt parce qu'il savait que tu allais partir du Standard et qu'il y avait cette rumeur, la Gantoise. Sinon, Anderlecht n'aurait peut-être pas forcément montré cet intérêt. Bien sûr, bien sûr.
La seule chose que j'ai toujours su quand je jouais contre Anderlecht, c'est que à chaque fois, René Weiler venait me voir en me disant, ouais, t'as fait un bon match, top match, nanana. Mais je savais pas de base que, ouais, Anderlecht me voulait. Okay. Ouais, il y a aussi une apparition, en tout cas une déclaration que j'ai suivi assez attentivement dans la presse. Tu vois, je m'en souviens, les souvenirs commencent à revenir petit à petit, Adrien. C'est ce fameux, je dirais, cette différence, cette dualité qu'il y avait entre le Standard et Anderlecht dans l'approche même de la préparation des rencontres, en ce que toi t'as vécu à Anderlecht et ce que tu vivais au quotidien au Standard, dans la façon dont on réfléchissait à un match, on le préparait 7 jours avant, la manière dont aussi les joueurs étaient professionnalisés. T'as vraiment mis ça en valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, on regarde des résultats et ce qui se passe. Peut-être que tu étais un petit peu un précurseur, parce qu'on le voit aujourd'hui dans le résultat et de ce qui est en train de devenir le Standard par rapport à Anderlecht. Ça, c'est tout de suite quelque chose qui t'a sauté aux yeux. Au Standard, c'était ça le problème. Et c'est pour ça que tu t'es dit, s'il faut que je saute une étape, Anderlecht, c'est de toute façon le pas en avant, parce que c'est un cran au-dessus. Ouais, je pense aussi. Après, je venais de Nantes, qui était un très gros club. Je suis arrivé au Standard, top installation, top infrastructure. J'ai connu l'Europe. Donc, pour moi, ça allait aussi très vite et c'était top. Après, en fait, surtout les changements qu'il y a eu au club, après l'organisation, les choses, la façon dont c'était géré, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de se disperser un peu à droite, à gauche. Et puis, vous avez Anderlecht qui se présente, qui est 33 fois champion de Belgique, parce que moi, j'ai été la 34e fois. Donc voilà, donc vous vous renseignez un peu à droite, à gauche, des joueurs qui sont passés par là. J'avais mon ami Denis Sapia qui était là-bas. Et j'appelle Denis, je lui dis, ouais, c'est comment Anderlecht, en fait? Et il me dit, non, Adri, j'ai jamais vu ça. Donc je lui dis, ok, je vais visiter les installations. Je me dis, ouais, en fait, ici, si t'es pas bon, on sait pourquoi. Ouais. En fait, c'est pas le club, c'est pas le président, c'est pas le terrain, c'est toi tout seul. Parce que tout est mis en place pour que tu réussisses. Le premier jour que je suis arrivé, j'ai jamais fait une visite médicale comme j'ai fait à Anderlecht. Tout calé sur une journée. J'ai commencé à 8h du matin, j'ai fini à 19h. Tout, cardiologue, IRM, scan, tout ce que vous voulez, je suis passé. Le dentiste, mais à la loupe. Je suis arrivé, j'ai fini ma visite médicale. Ma voiture du club était déjà prête. Mon appartement était déjà prêt. Ils se sont occupés de faire mon déménagement pendant ma visite médicale. J'avais trouvé un appartement. Je suis arrivé à l'appartement. Tout était installé. Internet fonctionnait. Les verres qui étaient dans les cartons étaient rangés dans des placards. C'était vraiment un truc où me dire, mais en fait, là, j'ai juste à dormir et demain venir et être à 100% à l'entraînement. Et c'était comme ça tous les jours. J'ai été impressionné par l'organisation et le professionnalisme de ce club. Alors, tu compares ça avec le Standard où vous tapiez la carte à Uno, d'après ce que je comprends, c'est quand même dingue. C'est un autre monde, on est d'accord. C'est un autre monde parce qu'en fait, Standard, ce qui fait clairement vivre le club, c'est la ferveur des supporters. Moi, quand je jouais contre Anderlecht avec le Standard, on savait qu'on allait gagner. Pas par rapport à la qualité, parce qu'il y a 10 fois plus de qualité sur le terrain à Nerped. Mais par rapport à la mentalité que les supporters arrivent à te donner. Par contre, quand tu es à Anderlecht, le Standard, c'est un match comme un autre. On n'est pas là à en parler pendant toute la semaine. On s'en fiche. Nous, le but, c'est pas le Standard. Le but, c'est le titre. Ouais. Tu vois, cette notion est vachement différente. Et puis, c'est vrai que premier jour, donc après ma visite médicale, le premier jour que j'arrive à l'entraînement, je me dis, bon, premier jour, je vais arriver super tôt. Et puis voilà, comme ça, je vois le vestiaire, il est vide. Je vais voir les kinés, je dis, sont où les joueurs? Là, ça va être l'heure du petit-déj. Il me dit, va voir à la salle. Den Donker en train de courir à 18 km/h sur le tapis, Tielemans en train de faire du renforcement, Neuntings en train. Je me dis, ouais. Parce que aussi, tout est concentré à la même place à Nerped. Donc, t'as les kinés, la salle de fitness qui est juste là, tu dois marcher 10 mètres. Standard, c'est des très belles installations. La salle de fitness, tu dois sortir dehors, marcher. Est-ce que t'as vraiment envie d'y aller en hiver ou ce genre de choses? Les gens ne pensent pas, mais ça a un impact super important pour un joueur de foot de se dire, j'ai tout regroupé au même endroit. Tu vois, donc, c'est des petits détails qui font de ça. Et puis, je suis arrivé à l'entraînement, premier entraînement. À la fin de l'entraînement, l'entraînement, il est fini. Donc, un gamin, Yuri, à l'époque, il avait 18 ans. Yuri qui prend le préparateur physique, je veux faire un travail de course. 18 ans. Yuri Tielemans, ça, évidemment. Yuri Tielemans, 18 ans. Incroyable. Ça m'a choqué. Donc, t'as Yuri qui demande ça, et derrière, t'as 4-5 joueurs qui disent, vas-y, je vais faire avec toi. Tu vois? Ouais. Le groupe qui a été construit, attends, mais je suis tombé où là? Ouais, c'est ça. Donc toi, tu viens d'arriver, tu te dis quoi? Eh ben moi aussi je vais avec eux.
Donc toi aussi, tu suis tout le monde en fait. Et après, tu prends une habitude, tu te professionnalises encore plus que ce que tu l'étais avant. Parce que moi, j'ai jamais rien négligé dans le foot. Mais là, tu deviens encore plus professionnel, plus exigeant envers toi-même. Et la barre, elle était haute. Et une phrase qui m'a choqué, parce que Herman et le président descendaient toujours à la fin d'un match, dans le vestiaire, que tu gagnes ou que tu perdes. Et une fois, on avait fait un mauvais match et on avait gagné. Il est rentré, il a dit une phrase importante. Il a dit, les gars, vous êtes très bien payés. Vous êtes dans des installations dignes des plus grands clubs. Et je vous mets dans les meilleures conditions. Si aujourd'hui vous n'êtes pas bon, c'est de votre faute, pas de la mienne. Et là, tout le monde s'est regardé en se disant, eh ouais, en fait, t'as les repas pour chez toi à la maison le soir, t'as besoin d'aller chez la diététicienne, on t'envoie, t'as besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, t'attends pas une semaine. Tout est réglé, carré. Moi, j'ai été impressionné. Incroyable. Incroyable. On va continuer cette discussion évidemment qui est absolument passionnante avec toi Adrien, mais évidemment on vous a posé la question sur X anciennement appelé Twitter, ces paroles de supporters. Tout de suite on vous a donné la possibilité effectivement de poser certaines questions. On a Steph qui nous pose une petite question sur ton passé récent concernant Charleroi. Il demande est-ce qu'il peut dire pourquoi il ne jouait pas à Charleroi. Est-ce que vraiment c'était dû au quota au niveau des Belges sur la feuille de match, ou alors est-ce que c'était Felice ou alors Mehdi qui décidait qu'il ne devait pas jouer parce qu'il y avait clairement sa place pour par exemple un Marco en méforme cette année, dit-il. C'est Steph qui nous pose la question. Je pense déjà, comme je l'ai dit, qu'avec moi on est allé trop vite parce que j'ai signé en fin de mercato. Que je m'entraînais tous les jours en individuel, mais qu'à un moment donné, vous avez aussi besoin de rythme. J'ai dû signer le mercredi ou le mardi à Charleroi et on m'a fait jouer pratiquement une mi-temps directement à Anderlecht. Donc déjà, la gestion n'était pas bonne et moi, j'en discutais avec le coach en lui disant, je pense pas que ça soit le bon moment, laissez-moi encore 2 semaines pour vraiment m'entraîner avec un collectif. C'est pas la même chose que s'entraîner à part. Concernant le quota de Belges, je pense que ça a dû être le cas pendant 1 semaine ou 2, où vraiment, il n'y avait pas beaucoup de Belges dans l'effectif, donc forcément, peut-être que j'ai dû le payer sur 2-3 semaines. Mais derrière, je pense que c'était une décision, soit de la part du club ou du coach. Mais une fois de plus, j'ai jamais changé de fusil d'épaule. Et en fait, ce qui me rassurait de me dire, j'ai rien à me reprocher, c'est que le coach, il venait me voir, il me dit, ouais, avec le staff, on est très content de ce que tu fais, continue, bientôt tu vas commencer. Mais c'est jamais arrivé. En fait, le seul match que j'ai commencé, et c'était en coupe de Belgique, où ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'ai fait 2 assises, donc voilà. Mais sinon, clairement, j'ai pas eu ma chance réellement. Après, c'est vrai que quand ils m'ont fait rentrer, j'ai pas non plus été spécialement bon. Mais quand tu joues 10, 15, 20 minutes, c'est compliqué. Alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, ce que j'apporte à une équipe quand je commence un match. Oui, et surtout, tu as peut-être le sentiment de ne pas avoir été respecté à ta juste valeur au regard des qualités qui étaient les tiennes et de ce que tu pouvais vraiment apporter sur le terrain, parce qu'on l'a vu, la saison de Charleroi est certainement une des pires depuis de nombreuses années. Il y a quand même, dans ce milieu de terrain, il y avait quelque chose à jouer pour toi. Après moi, on m'a aussi fait des promesses en me disant, ouais, tu viens, c'est pour jouer avec Marco et Adem. Donc moi, quand j'ai signé, Adem et Marco, ils partent pas. En fait, Adem et Marco, ils partent pas. Si demain, tu joues avec ces 3 milieux de terrain, t'as un milieu de terrain costaud quand même. Ouais. Tu vois, et de base, le coach jouait comme ça, avec 3 milieux de terrain. Et finalement, ça s'est jamais fait. Donc, me dire que j'ai pas été respecté, non, parce que même les joueurs me disaient, ouais, on comprend pas, tu t'entraînes super bien, pourquoi tu joues pas? Mais c'est pas un joueur qui me disait ça. Si t'as un joueur, tu te dis, bon, peut-être il te dit ça pour te passer la pommade dans le dos. C'était un vestiaire entier. Donc, à partir du moment où que toi, t'as rien à te reprocher et que tu sais qu'à l'entraînement, tu te donnes à 4000%, que physiquement t'es prêt, que t'as pas de problème avec ton corps. J'ai eu une petite élongation au quadriceps qui m'a éloigné 10 jours des terrains, mais voilà, sinon je me suis entraîné tous les jours. D'ailleurs, j'ai tous mes datas sur mon téléphone et j'ai tout ce qu'il faut. Les joueurs ne comprenaient pas, mais toi maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi t'as pas joué? Non, je comprends pas. On t'a toujours pas expliqué, allez, il y a un moment donné, t'es être humain, je veux dire, il y a des choses qui doivent pouvoir se ressentir. Tu dois comprendre de ce pourquoi il se passe. Il y a vraiment eu aucun indice qui te permette d'interpréter des choses. Si, peut-être qu'eux ont mal interprété le fait que, à un moment donné, quand je rentrais, j'étais pas spécialement performant et qu'ils me disent, ouais, t'es rentré, c'est pas suffisant. Je leur ai dit, ouais, mais moi, je suis pas un remplaçant. J'ai été un titulaire toute ma vie. Et toute ma vie, je me suis battu pour gagner ma place. Quand je suis arrivé à Anderlecht, René Weiler m'a dit, ouais, j'ai Tillmans Den Donker. Je lui ai dit, ouais, laisse-moi 3 semaines. Tillmans Den Donker, très belle. C'est tout simple, en fait. Pour moi, tu peux me dire A plus B, ce que tu veux. Le terrain prouve, tu dois jouer, tu dois pas jouer. Mes séances d'entraînement ont montré que je devais jouer. Ils ont fait des choix. Voilà. Ce qui est frustrant et difficile, c'est de se dire, en fait,
les semaines se ressemblent, tu gagnes pas le week-end, et à un moment, ça change pas. Tu te dis, t'as pas cette chance-là, en fait. À un moment donné, quand tu perds 4 semaines de suite, tu te dis, mais t'as quoi à perdre? Même si tu perds la 5e, mais mets-le, un match. T'as quoi à perdre? Pas grand-chose. Mais ça, t'as jamais eu envie d'avoir cette discussion avec Felice Mazou? Non, parce que moi, je me suis fixé une règle dans ma carrière, depuis tout petit. Ne va jamais pleurer dans le bureau d'un coach. Non, pas pleurer, mais juste demander des comptes. Non. Juste demander des explications. Il me parlait, il venait me voir, ouais, tu t'entraînes super bien, j'ai rien à te dire, ton comportement est irréprochable, nanani, nanana. Gère-moi le groupe, le vestiaire. J'ai dit, ouais, pas de problème, c'est des choses qu'il n'y a pas de souci. Même quand on perdait, que j'étais même plus dans la sélection, je parlais avec les joueurs, j'allais voir les matchs. Les joueurs, ils me disaient, ouais, mais là, on pense que le pressing, il est pas comme ça. Moi, j'allais voir le coach, je lui dis, ouais, coach, il y a des joueurs qui doutent du pressing, est-ce qu'il est bon à faire? Donc, ouais. J'ai eu avec Vincent, ça a été compliqué par moments. Ça a été très compliqué où on n'était vraiment pas d'accord sur certains points. Vous êtes engueulés. Voilà, on s'est dit. Est-ce qu'une seule fois Vincent Kompany dans la presse a remis en doute mon professionnalisme? On parle de Vincent Kompany qui a joué à City, qui a joué dans les... Non, il a toujours dit que je me donnais à 4000%, que j'étais un de ces joueurs qui comprenait le mieux son système de jeu. J'ai jamais fait de problème dans un club. Quand je suis sur un terrain de foot, je suis là pour gagner ma place, aider l'équipe, aider un maximum de jeunes. Mais, comme je l'ai dit et je le répète, je vais pas pleurer dans le bureau d'un coach. Et pour moi, aller demander des explications, c'est pleurer. Non, monte sur le terrain. Et à un moment donné, c'est à lui de voir que tu t'entraînes bien et c'est à lui de se dire, mais je gagne pas de match, j'ai pas de résultat. Et je vais le mettre. Moi, pour moi, c'est une logique. Je suis entraîneur, demain, je perds 6 matchs de suite ou 4 matchs de suite. Mais je change tout, moi, dans mon équipe. Parce que c'est étonnant, parce qu'on voyait bien que cette année, Felice Mazou, il trouvait pas son équipe. Il a fait au niveau offensif. Des fois, il mettait Bernier, puis il mettait Menza, puis il mettait Imans, puis il mettait Dabak, puis il mettait Dustulic, puis il mettait Badji. Il changeait tellement de choses. Dans ce milieu de terrain, il a, peut-être parce que c'était les tauliers, entre guillemets, Zorgan, il a Maritra, mais genre, il t'a jamais tenté en 10. Genre, tu mets un Zorgan en 10, et tu mets un 10, un 8, un 6. Il a jamais fait ça, donc c'est quand même étrange. Est-ce qu'à ce niveau-là, il était buté, il était têtu? On sait que Felice peut avoir ses idées et être obstiné, borné avec ses idées, clairement ça. C'est quand même bizarre. Ouais, je sais pas parce que quand il arrive à Anderlecht de base, moi j'avais fait un prêt en Suisse qui s'est super bien passé. Mon seul objectif c'était de quitter Anderlecht en fait. Et lui m'appelle en me disant fais la préparation. Je fais la préparation, tout se passe bien jusqu'au Young Boys de Berne et je me pète la clavicule. Et derrière, il se passe plus rien à Anderlecht. On gagne plus un match. Voilà, alors qu'on avait pratiquement tout gagné depuis le début de saison, à part le Cercle de Bruges, si mes souvenirs sont bons. On avait tout gagné. J'étais son homme fort sur le terrain ou voilà. Et là, j'ai pas eu ce truc. Après, je peux aussi comprendre que je suis arrivé, j'avais 32 ans. T'as un joueur comme Adem Zorgan qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a une valeur marchande. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut mettre en valeur pour le vendre. Et t'as un joueur comme Marco, qui est capitaine depuis 8 ans au sein du club. Ouais. Donc, tu peux le comprendre. Donc, en fait, moi, mon discours, quand je suis arrivé, c'était de me dire, moi, ces deux joueurs-là, ils doivent pas bouger. C'est juste qu'on doit m'intégrer avec eux. Pour qu'on ait ce contrôle du jeu, en fait. Parce que t'as quand même 3 bons joueurs de foot, avec le ballon. Tu vois? Donc, si t'as ces 3 milieux-là, je pense que t'embêtes pas mal d'équipes en Belgique. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Ça a dû se faire 25 minutes à l'Union. Mais on perdait déjà à 4-1. 3-1 ou 4, ouais. Tu vois, c'est fini. Le match, il est fini. Tu peux pas. Mais on n'a jamais commencé. Jamais. Xavier, on t'entend pas depuis tout à l'heure. Je vais te laisser poser quelques questions. Certainement que cette conversation doit être passionnante aussi pour toi. Ce qui me rend fou, c'est que tu vois, si t'es transféré à Charleroi, c'est quand même qui te voulait et tout ça, parce que sinon t'atterris pas là-bas, on va dire ça comme ça. Et qu'en Belgique, t'es quand même quelqu'un, toi, niveau joueur, enfin, avec tes qualités, que ce soit au Standard, Anderlecht, t'as toujours prouvé. Genre, pour moi, en tant que club de Charleroi, en tant que supporter de Charleroi, enfin, si t'es supporter de Charleroi, je le suis pas, toi, mais je veux dire, si t'es supporter de Charleroi, genre, on te ramène Adrien Trebel, toi, c'est genre un peu, on te ramène la recrue phare du mercato, toi, genre, on ramène quelqu'un qui va apporter un plus dans l'équipe, toi. Si tu fais le transfert, c'est pour le faire jouer, toi. Peut-être pas au début, le temps que tu te remettes, on va dire, comme tu dis, les entraînements collectifs, tout ça, mais genre, tu ramènes, entre guillemets, une star au club, c'est pour le faire jouer, toi, pour l'intégrer au club. Donc, ne jamais avoir conseillé. D'autant que si je ne m'abuse, juste un petit complément d'info, il y avait Eupen aussi derrière. Oui. Donc, il y avait la possibilité et t'as fait un choix. Donc, ça veut dire que, quelque part aussi, on a mes conscience, allez, ils ont dû avoir une force de persuasion pour te ramener également du côté de Charleroi. Oui et non, parce qu'en fait, tout était réuni pour moi. En fait, quand je suis allé à Charleroi, je me suis dit que tout est réuni. Un coach que j'ai eu à Anderlecht qui me connaît, forcément, ça va bien. Le kiné qui était Benjamin de l'équipe nationale, qui était mon kiné à Bruxelles, je me suis dit, top.
Donc moi, en fait, j'avais les deux choses les plus importantes pour moi à me dire. J'ai un coach, je sais que c'est un club familial, voilà, il y a une bonne ambiance. Marco, que je connaissais très bien, Isaac Mbenza, Eupen, je connaissais pas particulièrement de joueurs. Donc je me suis dit, en fait, tout est réuni à Charleroi. Juste, va falloir que je reprenne mon rythme. Et après, ça y est, je suis lancé. Et c'était ça, en fait, le deal, c'était de me dire, bah, je viens, je me relance, et voilà, je vous aide au maximum. Mais derrière, en tout cas, moi, aujourd'hui, je peux pas me tenir responsable de la saison de Charleroi. Même si j'ai fait partie de ce groupe et de cette équipe, j'ai pas eu ma chance. Si demain, tu m'avais mis sur le terrain 3 matchs de suite, tu prends des volets, tu perds, tu me sors de l'équipe, je ferme ma gueule, je m'assois, et voilà, tu restes à ta place. Et qui te voulait principalement à Charleroi? Plus le coach Mazou ou plus le président Bayat? J'ai eu le coach au téléphone, j'ai eu aussi Mehdi au téléphone. Je pense que les deux me voulaient, mais après c'était aussi un peu facile parce qu'à l'époque c'était son frère qui gérait mes intérêts. Donc faut aussi dire donc c'est un peu l'option de facilité. De dire on le met à Charleroi, c'est pas un travail. On va aborder évidemment les moments forts de la semaine et on va avoir l'occasion également d'aborder un peu l'actu parce que forcément le temps file. Mais moi j'ai une perspective quand on prend un petit peu de recul. Tu vas au Standard, le transfert à Anderlecht, forcément derrière ça se passe mal avec les supporters. Anderlecht, des titres, beaucoup de belles choses. Ensuite, ça se gâte un petit peu avec la relation humaine, tu l'as dit, avec Vincent Kompany. Et derrière, le départ qu'on sait, avec les conflits aussi qu'il y a eu, notamment avec la direction, notamment à ta situation contractuelle, etc. Aujourd'hui, la situation à Charleroi que tu viens de dépeindre, est-ce que t'as pas parfois le sentiment d'être un peu incompris, en fait, tout simplement, dans ce game? Je sais pas si je suis incompris. Après, j'ai fait des choix qui font que les gens ne me comprennent pas forcément. Les gens ne savent pas pourquoi j'ai signé à Anderlecht. Voilà. Donc, les gens ne savent pas que, je l'ai dit et je le redis et je l'ai toujours été clair à ce sujet, les meilleurs supporters de Belgique sont les supporters du Standard. Dès que j'ai signé, je l'ai dit. Par contre, pour moi, mon bien-être et le fait que je puisse repousser mes limites sans cesse, signer à Anderlecht était la bonne opportunité. C'était vraiment ce qu'il fallait pour que je gagne des titres, pour que je puisse évoluer. Et c'est ce qui m'a permis derrière d'avoir des top clubs européens qui s'intéressent à moi. Le problème du Standard, et je le sentais, c'est que pendant 3 semaines, ça va bien se passer, et après, tu as 4 semaines où ça se passe mal. À Anderlecht, quand le TGV il est lancé, tous les week-ends, c'est rouleau compresseur. Tu gagnes. Tout le monde est au stade, c'est le club le plus titré du championnat, donc tout le monde vient te voir. Incompris, je sais pas. Maintenant, les gens ont du mal à se mettre à la place des joueurs. C'est compliqué. Parce que la plupart des personnes pensent que, t'es joueur de foot, tu gagnes bien ta vie, mais voilà. Ils savent pas tout ce qu'il y a derrière. Ils savent pas pourquoi tu fais ces choix, à quel moment tu décides de le faire, les impacts que ça va avoir sur toi. Moi, je suis quelqu'un de très solide. Ça veut dire que quand j'ai fait ce transfert du Standard à Anderlecht, je savais la pression médiatique que j'allais subir. J'ai dit à ma mère, surtout ne regarde pas la télé, va pas sur les réseaux. J'ai protégé ma famille au maximum. Parce que... Tu n'as jamais souffert, excuse-moi, tu n'as jamais souffert d'être un peu mal aimé, entre guillemets? Non, parce que... Ça t'a jamais atteint? Non, parce qu'à partir du moment où tu prends la décision de te dire, je signe au Standard, je signe à Anderlecht, tu sais ce qui va arriver derrière. Ce qui m'a fait un peu de peine et du mal, c'est quand on s'attaque à votre famille. Donc moi, si tu te rappelles au Standard, la mascotte, c'était mon petit-neveu. Ouais. Mais quand derrière, tu fais ce transfert et que c'est officiel, ton Instagram, ça défile de messages et que tu vois même des vidéos où il y a des photos brûlées de ton petit-neveu, tu te dis, mais les gens, mais c'était malade en fait. C'est du foot, du sport. Que moi, tu t'attaques à moi, j'ai pas de problème. Mais va pas t'attaquer aux gens de ma famille, ils t'ont rien fait ceux-là. Que moi, tu t'attaques à moi. Moi, j'assume, c'est moi qui ai pris la décision. Tu peux m'insulter de tous les noms, je peux comprendre, t'es déçu, y a pas de problème. Mais t'es là, des photos de mon petit-neveu. Il avait 4 ans, tu brûles des photos de mon petit-neveu. Le cerveau, c'est compliqué quand même. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Mais après, faut l'accepter. Moi, j'ai pas eu cette sensation d'être incompris. J'ai tout accepté et voilà, ça fait partie des choix d'une carrière d'un joueur de foot.
Allez, c'est bien comme ça. C'est bien conclu comme ça. Effectivement, on est parti pour les moments forts de la semaine. Effectivement, on va parler du Standard de Liège. D'ailleurs, mené 3-1, le Standard a finalement arraché le partage de justesse à Westerlo sans être convaincant, mais avec le sentiment que les hommes d'Ivan Leko sont assez illisibles et incompréhensibles. Comment juger la prestation des Rouges, Xavier? Pour moi, c'est un peu, enfin, ici en Play-off 2, pour ces deux clubs-là, c'est un peu comme des matchs amicaux en soi. C'est que t'as pas forcément, enfin, je vais pas dire pas de tactique, il y a quand même des plans de jeu préparés, mais en soi, tu joues, tu prends du plaisir sur le terrain, tu verras bien ce qui se passe, tu calcules pas forcément, et tu le vois à 3-3, la semaine dernière c'était 3-3 également pour le Standard. Au final, tu joues juste simplement sur le terrain, tu presses pendant 90 minutes, puis tu verras bien ce qui se passe, parce que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu ni rien. Et c'est ça aussi qu'on voit en fait. Ils essayent peut-être des choses, ils se font plaisir sur le terrain. On revoit Luc Lichois qui est un peu plus heureux qu'en début de saison, qui joue aussi. C'est vraiment ça en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'analyse ou quoi à faire sur les matchs du Standard à l'heure actuelle. Enfin, vu leur situation, ils essayent peut-être de préparer l'année prochaine, même si bon, ils préparent pas grand-chose, mais juste ils prennent du plaisir sur le terrain et qu'il n'y a pas forcément de... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de conséquences réelles à toutes ces rencontres qui sont, je le disais, complètement illogiques. C'est-à-dire que la semaine dernière, le Standard mène 3-1, se fait revenir 3-3, et puis c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est d'un brouillard complet. Ah ouais, c'est un brouillard complet, même si on veut analyser le Standard, on va dire ils s'en foutent, toi. C'est compliqué, quoi. Quentin? Oui, c'est des matchs amicaux, ok, je suis d'accord. Maintenant, je pense que quand tu es joueur professionnel, tu dois avoir un bon mindset, tu dois avoir une motivation. Aussi bien tu joues pour toi, parce que tu joues pour tes prestations. Si tu veux avoir un transfert, tu dois te montrer, que ce soit un match amical ou pas, ça reste un match du championnat belge. Tu joues pour préparer la saison, tu dois te montrer, parce que tu veux montrer que tu dois être titulaire là, la saison prochaine, c'est important. Et ouais, on parle de professionnalisme. Adrien en parlait tout à l'heure, ça fait partie du professionnalisme. Malgré que tu joues un match comme ça, tu dois montrer que tu as envie, tu dois montrer que tu es un joueur pro, tu es toujours payé à ce que je sache, donc tu dois faire ton travail de la meilleure des manières possibles. Et c'est pas le cas, et j'espère quand même qu'ils mouilleront le maillot, parce que là, ils ont pas encore joué à Sclessin avec public en play-off, parce que c'était à huis clos contre l'OHL. J'espère que cette semaine, ils ont 2 matchs, contre Malines mardi et contre Saint-Tron samedi. J'espère qu'au moins ils mouilleront le maillot, parce qu'il y aura toujours les supporters qui seront là pour eux, donc c'est un manque de professionnalisme. Adrien, on parlait déjà de la différence de professionnalisme à ton époque, quand tu étais joueur du Standard et que tu es passé à Anderlecht tout à l'heure. Là, ici, on est encore descendu de cran en dessous au niveau du Standard. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec ton époque. Ouais, mais là, je pense que ils ont fait un très bon choix avec Ivan Leko. Et c'est un coach que j'ai toujours aimé. Et à l'époque, quand je jouais Bruges, je voulais pas jouer. Parce que en fait, tactiquement, il était fort. Il arrivait à apporter cette rage aux joueurs. Il avait les deux où il était très bon dans tout. Je pense qu'aujourd'hui, le Standard est en reconstruction, clairement. Va falloir qu'il s'éclaircisse ce problème avec les propriétaires, savoir... Mais je pense que Ivan Leko, aujourd'hui, est déjà en train de préparer la saison prochaine. Donc, l'équipe change régulièrement aussi. De se dire sur qui je vais pouvoir m'appuyer la saison prochaine. Je pense que ça, c'est super important pour lui, pour qu'il puisse préparer son mercato, de se dire je vais avoir besoin de telle position, tel joueur et tout. Maintenant, comme on le disait, tu restes un joueur de foot professionnel. Et aujourd'hui, même si tu es en play-off 2 et que voilà, c'était pas potentiellement les objectifs, tu dois montrer autre chose, un autre visage, et ne serait-ce que pour les supporters. C'est des gens qui payent un abonnement, qui sont là, qui mettent l'ambiance tout le week-end. Il y a quelque chose qui te symbolise bien, Adrien, quand tu étais au Standard. Moi, je trouve en tout cas, dans ton visage, c'est cette haine de la défaite. Il y avait un truc chez toi où à un moment donné, on n'était pas content quand ça perdait, ou même quand ça faisait match nul, quand ça se faisait revenir de 3-1 à 3-3. Ici, on a quand même l'impression que ce sentiment, il est un peu perdu chez les Rouges. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je venais de Nantes, qui a un très bon public, mais je l'ai pas vraiment connu comme maintenant actuellement en Ligue 1. Et quand tu vois que tu joues à Sclessin, il fait moins 10 degrés, tu perds 3-0, ils sont là, des tifos, des fumigènes, ça chante, tu te dis, le minimum que tu puisses faire, c'est de te donner à 4000%. Oui, on va tous louper des passes, des contrôles, mais au moins te donner, tu vas faire Et de toute manière, moi, j'ai été aussi un peu... Tous mes entraîneurs m'ont dit, ouais, t'es un mauvais perdant. Et que ce soit à l'entraînement ou en match, t'aimes pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai apporté à un groupe, que j'apporterai toujours. Même au tennis de table, on va dire. Même au tennis de table. À tout, moi je déteste perdre. Même à la console, peu importe, même si je joue pas trop, c'est quelque chose, je déteste la défaite. Ouais, effectivement. Je voulais aussi te poser la question parce que on a vu, et on l'a vécu, cette période de 5 minutes lors du match Standard Anderlecht que le Standard a remporté 3-2 lors de la phase classique, où à un moment donné, le Standard éteint.
On peut dire les choses comme elles sont. Ils éteignent absolument leur adversaire sur 5 minutes et ils gagnent ce match à l'époque du Standard de Karl Hufkens. Est-ce que tu as le sentiment que, tu parlais tout à l'heure de l'engouement des supporters, que ça surévalue le niveau du joueur, qu'à un moment donné, le joueur, il est en sur-régime et il les explose tous pendant une période donnée parce que ce public te donne en fait tout simplement une force que tu n'aurais pas par ailleurs. Bien sûr. Au Standard, il y a des matchs où j'étais moins bon avec le ballon. Il suffisait que je fasse un tacle, une récupération de balle, tentant le stade. Bah, bizarrement, derrière, le ballon, ça revient un peu, tu vois. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est incroyable. C'est vraiment, il te pousse, en fait. Quand on dit le 12e homme, c'est vraiment le 12e homme. Tu peux renverser des situations à Sclessin que tu vas pas les renverser dans d'autres clubs. Qu'est-ce que t'entends quand t'es là sur le terrain, à ce moment-là, à Sclessin, dans le plus beau public de Belgique? Comment est-ce que c'est un bourdonnement, c'est des bruits, est-ce qu'il y a des paroles qui ressortent? Comment, quand là, je te remets dans la situation, t'es sur le terrain, un Standard Anderlecht avec le maillot du Standard, une ambiance absolument folle. Il y a quoi, là? À ce moment-là, dans ta tête, c'est quoi l'univers? C'est quoi l'énergie? T'entends rien. Ça bourdonne dans tes oreilles. T'essayes de dire à ton attaquant, ferme à droite, il entend rien. T'as envie de te dire, j'ai envie de jouer avec un micro pour qu'il puisse m'entendre. Mais t'entends rien. Le seul truc que t'entends, c'est des bruits de tambour, des chants, ça s'arrête pas. Tu mets un tacle, la foule se lève. Tu mets un but, le stade pendant 20 minutes, il a encore c'est encore plus. En fait, ils rajoutent plus. Plus tu leur donnes, plus ils vont te donner, en fait. Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, pour que le Standard puisse se reconstruire dans le futur, ils doivent s'appuyer sur ça, de se dire, on prend des joueurs qui vont tout donner, qui vont inverser des tendances, et derrière, le public va encore plus appuyer, plus soutenir. Je pense qu'à l'époque, quand Chine, ils ont loupé le titre à une place, ils ont fini 2e. Ils avaient Michi, Ezekiel, vainqueur, cette équipe-là. Mais moi, j'étais venu voir un match. Ouais. Même la personne qui est à côté de toi, tu sais, t'es obligé de crier dans son oreille, parce que je te jure, elle n'entend pas à cause des supporters. Ouais. Non, c'est génial, c'est magnifique. Et puis quand t'es en Coupe d'Europe, c'est encore mieux. Moi, j'ai eu la chance avec le Standard de jouer des matchs comme Séville et tout. Bon, c'est génial. Même en semaine. Eux, ils ont pas de, faut jouer le week-end. Et ils s'en fichent. La semaine aussi, ils sont là. Ouais. Ils sont tout le temps là. Effectivement. Et puis, t'as aussi, l'ADN européenne du Standard, hein, parce que le Standard, on le dit, c'est relativement morose, mais quand le Standard, et on l'espère tous, évidemment, retrouvera ses lettres de noblesse, quand ça joue l'Europe, c'est un autre club, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Le Standard en Europe, c'est un Standard, prime, en fait. C'est un Standard 5 étoiles. Quand vous jouiez avec le Standard en Coupe d'Europe, en fait, on n'avait pas l'impression que c'était des joueurs du championnat de Belgique. En fait, il y a cette capacité qu'a le Standard aussi à hausser son niveau de jeu selon le calibre de ses adversaires. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, concernant les supporters, comme tu disais, quand tu joues l'Europe, mais quand tu joues à l'extérieur, le parquage, il est plein. Là aussi. Il est plein. Même à l'extérieur, t'entends les supporters du Standard. Des fois, tu fais des déplacements avec les supporters du Standard dans certains stades. T'entends plus les supporters du Standard que ceux de tout le stade de l'équipe contre qui tu joues. Ouais. C'est pour dire à quel point, c'est. Moi, je comprends pas les joueurs quand t'es dans ce club. Tu peux pas. T'es obligé à un moment donné de pouvoir être bon et de faire des bonnes performances. Mais ça ne fait pas tout, puisque t'as décidé de quitter ce club à ce moment-là pour aller à Anderlecht pour des raisons qui sont propres et t'as expliqué par ailleurs. Il y a pas de souci. Mais voilà, c'est extraordinaire, c'est un moment de fou, mais c'est pas une finalité pour faire une carrière, quoi. Ça peut l'être, mais après moi, comme je l'ai dit aussi, au moment où je suis parti, il y avait beaucoup de changements dans le club. Donc c'était aussi un doute pour moi de me dire, la stabilité du club, le mercato, il va être bien. Est-ce que les renforts vont être au niveau? Est-ce que, voilà. Donc il y avait aussi beaucoup de questions, moi, me concernant. Après, la première décision que j'ai prise, c'était pour gagner des titres. Allez, on va passer maintenant au Sporting d'Anderlecht, évidemment, où là, forcément, ça rigole un petit peu moins. Avec Brian Riemer, la question, elle est toute simple. Là, je vais la poser directement à Quentin. Brian Riemer est-il le responsable principal de la défaite méritée du Sporting d'Anderlecht ce week-end? Non, le responsable principal, je dirais que c'est plus Vranken et Genk. Parce que Genk et Vranken ont vraiment joué un très, très, très bon match. Ça jouait très, très, très bien. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Le changement de dispositif des playoffs fait mal à toutes les équipes. Parce que c'est une équipe qu'on n'a pas préparée justement avec ce 3-def. Et je pense que tu mettais Vranken, tu mettais quelqu'un d'autre, quoi. Les joueurs, ils étaient perdus, ils étaient clairement dépassés par rapport aux adversaires, par rapport aux joueurs de Genk. Donc je mettrais plus l'accent sur Genk. Maintenant, attention, parce que pour moi, Anderlecht, c'est vu trop beau, notamment avec la victoire contre l'Union. Pour moi, avec la victoire contre l'Union, ils ont célébré ça comme s'ils étaient déjà champions. Mais attends, t'as fait que 3 journées de play-off, t'en as encore 7. Et c'est là le problème, mais ça c'est pas que Riemer, c'est Riemer parce que sa célébration d'après-match contre l'Union parce qu'il était content d'avoir enfin battu l'Union et tout. Mais je pense que tout le club, j'étais notamment au stade, tous les supporters, d'Anderlecht se voyaient déjà champions.
Mais ok, tu viens de passer premier, tu viens de te passer l'Union, mais t'as encore 7 journées en play-off. Et on sait qu'en play-off, après une journée, tout peut changer. Le 4e peut passer 2e, le 1er peut redescendre 3e, il y a tout qui peut changer. Donc, sois calme et justement, prends cette énergie positive, mais ne déborde pas. Et c'est ce qu'ils ont fait pour moi après le match contre l'Union. Et la semaine dernière, on parlait de la dépendance individuelle, des qualités justement individuelles des joueurs du Sporting. Et un Torgan Hazard manque. Ça là, il a manqué. Garder le ballon, contrôler le ballon, contre gagne, ça aurait fait énormément de bien et ça a clairement manqué. Offensivement, ça se tient en une statistique, les amis. 2 tirs cadrés, 1 but. Seulement 2 tirs cadrés et 1 but. Déjà, c'est assez efficace. Anders Dreyer, il lui en faut pas 1000 pour aller décrocher la Lulu. Mais c'est pauvre offensivement du côté du Sporting. On sent aussi que on a essayé de construire une équipe capable d'aller à ce moment-là hausser le niveau et être présent, mais il y a quand même encore des manques en fait, Adrien. Bah moi je vais revenir un peu sur ce qui a été dit. C'est vrai que Genk a été injouable ce week-end. Après, je pense que quand tu es Anderlecht et que tu as les joueurs que tu as à disposition, tu dois montrer autre chose. Et je vais même aller plus loin où c'est une réalité. À l'époque, on avait un bel effectif aussi quand on a été champion avec René Weiler, mais on proposait pas forcément un beau jeu. Les supporters l'ont accepté pour être champion. La saison a recommencé, ils n'ont plus accepté qu'on joue bloc bas. Et je pense qu'aujourd'hui, pour Reimer, ça va être la même chose. Où là, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas été champions. La priorité, c'est le titre. Ils vont prendre peu importe qui joue qui joue mal ou qui joue bien. Mais la réalité, c'est que la nouvelle saison commence. Il restera en place parce qu'il aura fait d'Anderlecht les champions de Belgique. Mais si tu proposes pas autre chose avec les joueurs que tu as à ta disposition, tu vas pas faire long feu. Et aujourd'hui, c'est le plus gros problème, je pense, d'Anderlecht, où sur des matchs, oui, ils peuvent proposer un bon truc, mais par rapport à Genk ou à Bruges, dans la continuité, c'est pas suffisant. Mais quand on prend une leçon de football, parce que vous l'avez très bien dit, c'est une leçon de football qu'a pris le Sporting d'Anderlecht, que ce soit tactiquement par le biais de Wouter Vranken, mais aussi techniquement, avec El Kanous, le petit Anouar Etelach qui s'est fait plaisir sur le côté gauche. On a vu un Sporting d'Anderlecht éteint par le KRC Genk. Il n'y a pas eu d'adversité. Est-ce que, quand on voit ce Sporting-là, c'est vraiment suffisant pour aller chercher un 35e titre national, malgré les qualités individuelles, Xavier? Bah en fait, le souci, c'est que c'est presque le même Anderlecht que toutes les semaines, majoritairement. Presque toutes les semaines, on revient sur le même débat. De temps en temps, ils font des excellents matchs, mais souvent, on dit Anderlecht joue mal. Mais à côté de ça, ils arrivent quand même à gagner. Ils vont quand même chercher des résultats. Cette fois-ci, la pièce a peut-être tourné elle est pas tombée du bon côté pour eux, avec un penalty, certains diront pas penalty, pour moi, il y a penalty. Enfin, du moins, en Belgique, on le siffle. Dans d'autres championnats, on le siffle peut-être pas, mais bon, soit. De manière générale, cette fois-ci, ils ont eu un petit peu moins de réussite et ils ont pas pris des points. Mais pour le même prix, ils faisaient match nul à 5 minutes de la fin. Et on n'en parlerait peut-être pas, en fait, tout simplement. Même s'ils n'ont pas existé sur le terrain, ils auraient quand même pris un point. Et à la fin, ici, il reste quand même encore 6 matchs de play-off, ça reste encore fort long. Et ils peuvent encore, aujourd'hui, ils n'ont pas eu de réussite cette fois-ci. Peut-être que la réussite qu'ils ont eue toute la saison, elle va peut-être revenir pour les 5-6 matchs restants, et ce sera suffisant, en fait. Je pense pas qu'on peut dire que, en jouant ainsi, Anderlecht ne sera pas champion. Au final, ils jouent ainsi depuis le début de la saison. C'est pas un mauvais match qu'ils ont fait. Il y en a quand même beaucoup de mauvais matchs. Mais chaque fois, les résultats étaient quand même là. Et comme l'a dit Adrien, quand ils ont été champions, ils jouaient pas forcément bien comme les supporters voulaient, mais les résultats étaient là. Donc ici, il faudra voir fin de saison. Si fin de saison, ils sont pas champions, là, on pourra peut-être dire, ok, ils jouaient vraiment mal et ils méritaient pas. Mais si les résultats sont là, à la fin, on retient juste le titre, c'est tout. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet aussi avec l'absence éventuellement de Zeno de Bast? Je sais pas, je pose la question de manière hyper... Moi, je pense qu'il a fait enfin, ils ont perdu, mais en soi, quand tu vois ses prestations depuis 2-3 mois, c'est peut-être mieux qu'il reste un peu sur le banc actuellement, quoi. Après, ça les a quand même gênés Zeno, c'est la base de la relance d'Anderlecht. C'est la base de la construction. On sait que c'est pas folichon dans le jeu Anderlecht, mais si t'enlèves en plus ton seul défenseur qui est capable de te casser une ligne sur 45 mètres, c'est compliqué, même si, ok, il a peut-être eu des moments où il était moins bien, il est aussi encore Zeno très jeune et en apprentissage. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le veut dans son équipe, Zeno de Bast. En fait, c'est un numéro 10 qui joue défenseur central. Voilà, maintenant, la chose qu'il doit apprendre, et il a le meilleur... Il a le meilleur coach à côté de lui, c'est défensivement avec Yann. Tiens, je fais un lien sympa. On sait qu'Adrien Trebel aurait pu être transféré du côté de l'Olympique de Marseille. Si Leonardo Balerdi quittait, et c'est fort possible, cet été, est-ce qu'on ne le verrait pas? Alors c'est évidemment hypothétique, j'ai pas d'informations liées à ça. Zeno de Bast le remplacer. Est-ce que ce serait pas un bon profil dans ce côté qualité de relanceur propre pour aller lui chercher un peu cette grinta
qui semble quand même lui manquer, hein, Zeno de Bast. Il lui manque encore ce truc un peu d'arracheur de dents, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Tu connais Marseille. C'est ton club. Moi, personnellement, si je suis Zeno de Bast, le championnat où je vais, c'est l'Italie. Ah, c'est une très bonne réponse. Je suis assez d'accord avec toi. Si je suis Zeno de Bast, je vais en Italie. Okay. Aujourd'hui, ce qui lui manque vraiment, c'est de devenir un vrai défenseur. Quand j'ai signé en Belgique, il y avait mon ami Koulibaly qui était là, qui jouait à Genk, le défenseur central. Et je lui dis, ouais, c'est bien, vous avez fait une belle saison et tout. Kalidou Koulibaly, le joueur d'Al Hilal. Voilà. Il m'a dit, non, t'es fou et tout, nanana. Je lui dis, non, mais toi, t'as fait une top saison. Il me dit, non, je te jure que non. Si tu regardes bien, les buts qu'on prend, c'est parce qu'à un moment donné, je suis en retard dans le placement, je suis tout ça. Je lui dis, ah ouais, mais tu vas aller en première ligue et tout, j'entends ton nom dans la presse. Il me dit, non, je veux pas aller en première ligue. Et je veux devenir un vrai défenseur. Je veux aller apprendre en Italie. Donc, c'est resté dans ma tête de me dire, putain, le mec, il aurait pu signer dans des plus grands clubs en première ligue. Le mec, il a dit, non, je veux aller dans un club où tous les jours, il y a du tactique. Je dois apprendre tactiquement à me placer, à savoir où je dois être quand le ballon, il est et tout. Et je pense que Zeno, c'est juste ça qui lui manque. Une fois qu'il a fait ça, il n'a pas besoin d'y rester 5 ans en italien. Il y va 2-3 ans. Derrière, il peut aller jouer à Madrid, où il veut. Ça sera pas un problème. Mais voilà, c'est le petit truc sur lequel il va devoir... et c'est encore mieux. Hein. Maintenant, je le vois tacler. Avant, je le voyais pas tacler. Voilà. Ce qui manquera peut-être au football italien, c'est un petit peu d'argent pour malheureusement convaincre Anderlecht, parce qu'on sait que leurs doléances sont relativement élevées, quoi. Mais bon, là, ça va le montant qu'ils demandent. 18 millions d'euros. 18 millions d'euros, un club italien est capable de payer pour Zeno de Bast. Oh, écoute, le FC Bologne peut le faire s'ils vont en Ligue des Champions. Bah, voilà. Je donne une petite, allez, je glisse un petit truc comme ça, sympa. En plus, ils vont peut-être chercher un défenseur central. Excellent FC Bologne, hein, avec un excellent Alexis Salemakers. Les amis, j'ai pris mon pied, moi, hier. J'ai vraiment pris mon pied. En plus, en apéritif du magnifique match Milan-Inter. Désolé, Xavier, je suis obligé de le placer. La deuxième étoile, elle est là. Et vous avez combien de Ligue des Champions? Je sais pas si tu vas me le dire. Tu vas me le dire, vous avez combien? Nous, on en a 7 quand même, tu vois. C'est pas mal. Ah, ok, on va jouer là-dessus. C'est pas grave. Forza Inter, quand même. C'est le plus important. Allez, on va passer à l'Union Saint-Gilloise maintenant, où la crise bat son plein. Là, on voit un peu moins de sourire, là. Là, on a vu tout de suite l'humeur qui est descendue. Bon, on va quand même essayer de rester relativement joyeux, les amis. La crise bat son plein, je disais, avec un bilan famélique. 0 sur 12 pour les jaunes et bleus, mis à part Cameron Puertas, parce que je le mets de côté dans cette discussion. Est-ce qu'on a surestimé les qualités de cette équipe durant la phase classique, Quentin? Surestimé, non, parce que ça reste le même noyau. C'est un noyau qui a montré des qualités. J'avais pris notamment l'abonnement européen pour voir les 3 matchs qu'ils ont, notamment pour voir Liverpool. Mais il y avait de la qualité dans ce noyau. Il y a toujours de la qualité. Ça reste toujours ce joueur. Maintenant, c'est supporter la pression. Supporter la pression d'être vraiment dans ce rôle de favori. C'est là tu vas dire, ben là, se prendre conscience, on est premier dans les playoffs. Ok, il y a moins de points parce que à cause des règles des playoffs, mais que ça, qu'ils connaissaient déjà au début du championnat, que tout le monde connaît. Mais savoir se dire, on est dans ce rôle de favori. Tous les clubs, ils savent comment on joue, mais on doit continuer. Donc c'est reste de la qualité. Pour moi, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème peut-être de mentalité, d'esprit. Parce que là, ils perdent un peu leurs moyens, clairement, le stress. Pour moi, le stress, je pense, joue beaucoup. Et ça joue aussi, tu te dis, 2 fois de suite, on a loupé le titre très très peu à un rien. Punaise, premier match, on perd. Et comme j'avais dit dans l'émission, le premier match très important, l'Union doit le gagner dans ses playoffs. Il gagne ce premier match dans les playoffs, pam, tu pars en roue libre. Tu marches sur tout le monde. Tu perds ce premier match, t'as un doute. Tu perds ce deuxième match, t'as un plus grand doute. Tu perds ce troisième match, mais là, honnêtement, ce milieu de semaine-ci, le match à l'Antwerp, mais il est crucial, hein. Il est crucial pour l'Union. Si tu fais un 0 sur 15, c'est merci, finito. Hein. Alors que là, ils ont encore leur sort entre leurs mains. Ils gagnent tous leurs matchs, ils sont champions. Mais il faut gagner. Xavier? Bah c'est vrai que toi, la semaine dernière, on en avait parlé que physiquement, je pensais qu'ils étaient un petit peu dans le dur. Mais maintenant, comme l'a dit Quentin, aussi, c'est que mentalement, ça devient compliqué. Ils ont déjà raté 2 fois le titre. Ici, ils ont 0 sur 12. C'est qu'aussi, avant, ils étaient dans une spirale positive. Tout leur réussissait. Amoura, devant le goal, il rate rien. Maintenant, ils arrivent devant le goal, ils ont 0 sur 12. Ils peuvent plus rater. Entre guillemets, t'as l'impression que les jambes, elles tremblent un petit peu lors des moments décisifs. Ils font plus les mauvais choix. Ils essayent peut-être de forcer la décision. Parce que voilà, tu peux plus te permettre de perdre. Et le fait de plus jouer, on va dire, libéré, relâché, comme t'as envie de jouer, que là, t'es obligé de faire des résultats. C'est ça que ça leur porte peut-être un peu préjudice. Est-ce qu'on ouvre le dossier Anthony Maurice ou pas? Parce que il y a quand même quelque chose à dire, hein. Que ce soit ces déclarations d'après-match où on avait vraiment l'impression que c'était Calimero en interview, c'est vraiment pas de chance, c'est la poisse, c'est uniquement la poisse. Non.
D'ailleurs, vous êtes d'accord avec ça ou pas, Quentin? Non, c'est pas dû à la poisse, je pense. Tout est dans la tête. Quand tu fais une erreur, ok, ça peut être dû à la poisse. À la limite de. Mais là, tous les matchs des playoffs, il y a un manque. Est-ce que c'est de la concentration? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du stress? Il y a un problème. Moi, je peux pas. Tu vois, la chance, tu la provoques. Et donc, je pense que toi, tout est dans ta tête, tout est dans le mindset. Et là, je trouve que l'Union perd un peu les pédales. Et justement, tu peux pas remettre ça sur de la malchance. C'est lui qui est dans la précipitation, qui veut dégager. Tu vois que t'es un joueur de gang, tu fais un pas en arrière, t'attends, tu contrôles, calme. Tu vois, de Bruges, pardon. T'es un joueur de Bruges, tu contrôles, tu te dégages pas comme ça en précipitation. Donc non, pour moi, c'est pas dû à la malchance. Sur le goal Anderlecht, j'étais au stade, il la remet mal. Tu vois, c'est pas dû à la malchance non plus. Tu vois, non, faut pas se trouver d'excuses, je trouve. Un petit côté un peu sur le banc. Non, je pense pas. Je pense pas parce que ça reste un pilier. Ça peut lui faire du bien ou pas? Non, justement. Pour moi, c'est plus l'intérêt. C'est plus l'intérêt qu'autre chose. Ça reste le gardien. Le gardien, tu le tournes pas comme un joueur de champ, je trouve. Il est capitaine aussi. Il est capitaine aussi, c'est important. Et c'est toujours été le joueur qui est là, qui porte un peu l'équipe sur son dos, même au niveau de la presse, au niveau des supporters. Donc, c'est à lui, justement, il est aussi international luxembourgeois, donc il a aussi des gros matchs à son actif contre des grosses équipes. Donc, il a déjà pris des 8-0 contre le Portugal et tout. Donc, il doit... Il a l'habitude de prendre des douches. Voilà. Non, mais toi, il doit remobiliser. C'est lui qui est un des leaders du groupe. Donc, tu peux pas retirer ton leader du groupe, justement. C'est lui qui doit remobiliser cette équipe. Et donc, non, je pense que le retirer serait une très mauvaise idée. Je dis ça aussi parce que j'ai eu l'occasion de voir notamment des prestations d'Heinz Lindner et j'ai trouvé plutôt bon, moi. Donc, le numéro 2 n'est pas non plus mauvais. Je veux dire, c'est pas, Anthony Maurice bouffonne et de l'autre côté le numéro 2 à l'époque, c'est vrai que c'était Mattia Pirin du côté de la Juventus où effectivement c'était un vrai numéro 2, il était là pour vraiment le subler. Il y a de la qualité dans le chef d'Heinz Lindner. Mais là, ça reste ton leader. Voilà. C'est aussi une question de leadership en fait, Adrien. Qu'est-ce que tu penses de cette situation unioniste qui étonne un petit peu tout le monde? C'est un peu, je dirais la mauvaise surprise de cette Champions Playoff, il faut dire la vérité. Ouais, bien sûr, mais je pense aussi qu'il y a un blocage psychologique ou comme on le disait, 2 ans de suite où ils sont à ça de prendre le cheat et qu'ils le prennent pas. Et donc, quand les playoffs commencent, inconsciemment, ils doivent y penser. Après, il y a aussi ce qui joue un peu en leur défaveur, c'est que ils ont beaucoup joué, notamment avec l'Europe, où là, quand je regarde depuis le début des playoffs, j'ai l'impression qu'ils ont un petit manque de fraîcheur physique sur notamment ce qui faisait la force de l'Union, c'était le pressing, où ils prenaient l'adversaire à la gorge. Nous, quand on les a joués avec Charleroi, mais t'as l'impression ils sont 4 autour de toi dès que t'as le ballon. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu moins. Maintenant, sincèrement, c'est les playoffs les plus ouvertes depuis de nombreuses années. Donc même depuis la saison dernière, le fameux là on le sait. Maintenant on en a 4. L'année dernière il y en avait 3 pour le titre, là il y en a 4. Là t'en as 4. Donc là moi sincèrement je pense que tout le monde peut être champion. Alors on le rappelle effectivement, Sporting d'Anderlecht a 2 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise. Le club de Bruges pardon, et l'Union effectivement est juste derrière. Ça se tape. Hein. Il y a vraiment rien du tout. C'est dans un mouchoir de poche que se jouent les prétendants la victoire finale. Ici il y a 3 équipes qu'on leur sort entre leurs mains. Que ça soit Bruges, Union ou Anderlecht, l'équipe qui gagnera tous ces matchs sera championne de Belgique. C'est pas mal, hein. Elle est belle cette phrase. Hein. C'est vrai. C'est vrai. On aurait pas pu faire mieux. Avantage à Bruges. Avantage à Bruges. Ah, c'est intéressant. Tu sais me développer un peu ça? Pourquoi tu penses ça? Ils vont pas perdre à domicile. Jamais? Tu penses que ce Bruges-là, qui fêtait, ou plutôt qui signait son 55e match, hein, ils ont joué 3 matchs de plus que Manchester City et 9 matchs de plus que le Real Madrid, ne va pas être éreinté à la fin de la saison? Non, là, ils ont retrouvé un boost mental supplémentaire, physique, fraîcheur, tout. Et ils vont pas perdre à domicile. Avec la pression des supporters qui mettent sur l'arbitre, sur l'adversaire. On l'a vu quand Anderlecht a joué à Bruges. Il n'y avait pas photo. C'était la même chose que Genk Anderlecht. La réalité, c'est qu'Anderlecht doit pas perdre 2 points à l'extérieur. Et pour l'instant, ça fait 2 défaites à l'extérieur. Bruges, non. Bruges, c'est un sans faute pour l'instant. Mais à la différence, justement, tout à l'heure, tu parlais du manque de confiance unioniste. Est-ce que c'est pas justement ça qui va porter le club de Bruges? Ce regain de confiance, en fait? Est-ce que c'est pas là-dessus que ça se joue? Cette nouvelle énergie de Nicky Hayden, l'effet Nicky Hayden, le côté à bas l'improvisation, tout est contrôlé. On en a déjà parlé dans cette émission, mais effectivement, il faut le rappeler, il y a vraiment un côté méthodique qui fait du bien. En fait, j'ai l'impression que ce club de Bruges a besoin d'être écrit, scripté, programmé. Tout a besoin d'être mis véritablement sur papier pour que tout soit vraiment scripté, tel un scénario, quoi. Ils ont le banc aussi, faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Ils ont le banc quand tu mets encore des jokes sur le banc. On peut rien laisser au hasard quand on est au club de Bruges, on a l'impression. C'est vraiment ça. Maintenant, faut pas oublier un truc. Et moi, en tant que Belge, et on devrait tous les soutenir, je trouve, on devrait tous être admirables de voir ça. Un club belge en demi-finale
d'une Coupe d'Europe. Je pense qu'il y a trop de monde qui se rendent pas compte de ce que c'est. Et ça reste la Fiorentina. La Fiorentina n'est pas non plus une équipe imbattable. Je pense que il faut que tous les Belges espèrent que le club de Bruges aille chercher ce trophée en Coupe d'Europe. Mais ce serait incroyable, ce serait grandiose, je trouve. Calme-toi avec la Fiorentina, hein. Finaliste évidemment. Non, mais de en tant que patriote, moi j'étais super content de voir cette équipe de Bruges gagner au PAOK. Non, c'est vrai. Et ce serait incroyable. Absolument. Et d'ailleurs, ils ont absolument fait un match incroyable. C'est d'ailleurs à cause de ça aujourd'hui que j'ai une voix catastrophique. C'est que depuis jeudi, j'essaye de la soigner et j'y arrive toujours pas. Voilà. Non, mais il y a eu effectivement dans le chef du club de Bruges un véritable déclic. En fait, c'est ça, en fait, la clé. C'est qu'aujourd'hui, des joueurs qui n'étaient plus, qui n'existaient plus, aujourd'hui sont fondamentaux. On peut parler d'un Ferran Jutgla qui, sous l'ère d'Eila, a tout simplement passé cette saison comme une espèce de fantôme. On peut passer, notamment, évidemment, on en a déjà parlé, de Niedika, voilà, Michal Skoras. Tu m'as déjà cité 3 joueurs qui aujourd'hui sont titulaires dans l'équipe de Niki Hayen. Tu vois? Donc tu vois aussi l'effet Niki Hayen quand tu parles de ça. Le club de Bruges, c'est particulier. Attention, Jutgla sur le banc, hein. Jutgla sur le banc, il a joué parce que Thiago était suspendu en Coupe d'Europe. Mais Jutgla sur le banc, et quand tu te rends compte, c'est que ça, t'as des joueurs comme Jutgla sur le banc. Ici, il y a le Skovlsen qui est retourné au Danemark et tout, il y a les petites polémiques et tout, mais t'as quand même des joueurs, t'as Zinkernagel qui va revenir, t'as Nielsen qui est blessé mais qui pourra revenir. Enfin, toi, t'en as parlé notamment sur Twitter, t'as De Kuiper qui est sur le banc. Tu vois, t'as des joueurs comme ça qui sont sur le banc mais qui sont incroyables, quoi. Ils sont titulaires dans toutes les autres équipes. T'as raison, et je vais le redire ici, le jour où De Kuiper s'installe comme titulaire dans ce club de Bruges-là, je pense que Domenico Tedesco, il n'hésite pas 2 secondes, hein. Il le met dans les 23 et il est Diable Rouge sans aucune contestation possible. Ils vont te faire un choix cet été, meilleur ou De Kuiper sera vendu, un des deux, mais tu peux pas avoir les deux comme ça dans ton équipe. Je pense que, logiquement, De Kuiper devrait partir cet été. Il y a déjà des offres, des intérêts du côté de la Bundesliga. Ça devrait pouvoir bouger. Mais on va aussi parler de ton mercato cet été. Ça va être chouette, Adrien. Et on espère que tu vas retrouver un club. D'ailleurs, Zol nous posait la question. Tiens, on revient un petit peu en arrière, mais il faut quand même le faire. Est-ce que tu penses que tu joueras, penses-tu que tu continueras en Belgique la saison dernière, nous demande Zol. La saison prochaine, pardon. Tout est possible. C'est un championnat que je connais par cœur. Ça fait longtemps que je suis là. Je pense que mes qualités ont été reconnues, que les clubs me connaissent. Tout est possible. Maintenant, je ferme la porte à rien parce que, comme je l'ai dit, tous les choix que j'ai faits jusqu'à présent, c'est aussi des choix dus à ma famille. Donc voilà, aujourd'hui, mon fils, peu importe où on est, l'école sera pas un problème parce qu'il va rentrer en grande section. Donc vraiment, je suis fermé à rien, ouvert à tout. Et voilà, l'avenir nous le dira. Peut-être que Vincent Kompany, s'il va à Brighton, ça va être un peu compliqué. Mais s'il reste à Burnley et qu'il va en Championship, il pourrait faire appel à toi. Ça va, vous êtes reparlé avec Vincent? Ça va mieux la relation? En fait, il y a jamais eu toujours ce respect avec Vincent. On a eu un respect mutuel. On était des fois pas d'accord sur certaines choses, mais voilà. Et puis quand on reprend le fil de l'historique, voilà, aujourd'hui, je sais pourquoi je jouais pas et c'était pas par rapport à mes qualités de joueur de foot. On sait que j'avais un salaire imposant. On sait aussi que aujourd'hui j'ai payé une mauvaise relation entre le président et mon agent à l'époque. Donc voilà, j'ai payé les pots cassés. Mais voilà, avec Vincent, on n'avait pas une mauvaise relation. On m'a même demandé, à un moment, la direction m'a même demandé, écoute, si tu baisses ton salaire, tu vas jouer tous les week-ends. Donc voilà. Clair, ouais. Donc voilà, donc je savais que c'était pas un choix sportif en fait. Ouais. Je pense que voilà, Vincent, peut-être j'avais un fort caractère et peut-être qu'il aimait pas ça, et notamment quand tu te lances en tant qu'entraîneur. Mais oui, il y avait toujours ce respect mutuel. Mais ça doit pas être évident quand même d'avoir comme ça ces émoluments financiers qui sont exposés dans la presse. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je trouve que en tant que joueur professionnel, d'accord, on a la tradition de l'équipe qui chaque année sort les salaires de tous les joueurs, dont 70% sont totalement faux. Mais je suis désolé, il faut le dire comme ça. Hein, je veux dire notamment le salaire de Wheatsteel, par exemple, c'est pas du tout celui qui a été inscrit. Voilà, je le dis comme ça au passage. Le sentiment d'avoir comme ça une partie de sa vie privée révélée, ça fait quoi en fait? Moi, ça me fait rien. Je m'en fiche parce que j'ai jamais eu de tabou avec l'argent. Donc que les gens savaient à peu près que tu gagnais 3 millions bruts par an, c'était pas un problème? Non, parce que j'ai travaillé pour avoir ce salaire, j'ai forcé personne à me le donner. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et derrière, c'est bien de les avoir, mais derrière, faut montrer sur le terrain que tu les mérites. Et voilà. Et après, ça a fait du bruit, forcément.
parce que c'était à l'époque un salaire qui s'était jamais fait en Belgique. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai forcé personne. Voilà, de toute manière, en fait, c'était simple. Hein, j'avais pas le choix de le signer ce contrat. Donc on m'a dit tu vas pas partir. Donc c'est soit ce contrat, soit tu restes. Soit tu restes avec le contrat que t'as, mais tu partiras pas. Donc voilà, à un moment donné, bah tu signes et puis voilà, puis c'est tout. Alors, vous connaissez les qualités de Adrien Trebel en tant que joueur, mais vous le connaissez pas vraiment en tant que devin, en tant que Nostradamus. Il nous avait raconté, alors en off évidemment entre lui et moi, mais je pense qu'il va pouvoir la raconter ici, une anecdote incroyable où il a prédit le club dans lequel Sambi Lokonga allait signer lorsqu'il était joueur d'Anderlecht. Explique-nous ça. Non, Sambi faisait depuis 2 ans, il jouait à un niveau impressionnant à Anderlecht, notamment avec Vincent sur la dernière saison. Et donc je lui dis ouais, cet été le mercato et tout. Et il me dit ouais, on est en train de discuter avec Leeds et tout, Marcelo Bielsa et tout. Je dis mais non, Sambi, tu pas Leeds, pas. Je dis le problème de Marcelo Bielsa, c'est il est tellement impulsif. S'il faut, tu vas signer. 2 semaines après, il va dire je pars. Parce qu'il est comme ça. C'est un très bon coach, c'est pas le problème. Je dis non Albert. Il me dit ouais mais alors tu penses quoi et tout, parce qu'il y a des clubs sinon en Espagne, en Allemagne. Je lui dis mais il me dit je veux la Première Ligue. Je lui dis il y a qu'un club aujourd'hui où tu peux jouer en Première Ligue parce que les autres sont encore trop hauts pour toi pour l'instant. Et il me dit où? Je lui dis Arsenal. Il me dit mais là abuse pas. Je pars en vacances 15 jours après, on s'appelle au téléphone, il me dit ouais, je viens de passer 1 heure au téléphone avec Arteta. Il me dit ça y est, je vais aller à Arsenal. J'ai dit ouais, je connais, c'est pas voilà, je pense que quand tu es dans le foot et que tu t'y intéresses parce que moi je suis un passionné, c'est-à-dire quand je regarde un match, je veux apprendre des choses. Je veux pas regarder pour me dire ouais, Barça ils ont gagné contre Madrid, je m'en fiche de ça. Je veux apprendre des choses. Qu'est-ce qui fait que ce joueur il est spécial? Et voilà, et qu'est-ce qui faisait que Sambi était spécial? L'âge, Arsenal aime les jeunes. C'est la politique du club, donc c'était vraiment le club qui lui allait. Et je suis très content pour lui parce qu'il a fait ce choix-là. Et il n'est pas resté dans sa zone de confort parce que ça se passait un peu moins bien. Il s'est dit, je vais aller à Luton. Et aujourd'hui, c'est une pièce indispensable à Luton. Ouais. C'est exceptionnel de le voir jouer. Qui se bat encore pour le maintien, qui pourrait très bien être maintenu en première ligue. Exactement. Donc c'est effectivement un bon choix de sa part. Sambi Lokonga, trop souvent à mon goût oublié lorsqu'il faut parler des Diables Rouges. Voilà, c'est un petit avis personnel. D'accord. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien. Je suis d'accord, mais après Albert aussi, c'est quelqu'un de. Albert, c'est pas de pression. C'est comme ça. C'est comme sur le terrain. Dans la vie de tous les jours, il est comme sur le terrain. Ouais. Tu lui donnes le ballon, il a 5 joueurs autour de lui. C'est comme s'il y avait qu'un joueur autour de lui. Il est sans pression. Donc Albert, il va jamais aller revendiquer quoi que ce soit. Albert, pour lui, on se disait tout le temps, le carré vert. Il y a que ça de réel dans le foot. Voilà. Le carré vert. C'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, si t'es bon là-dessus, derrière tout le reste, tu vas venir. Et moi, je le rejoignais sur ça. Et ça a été un plaisir que ça soit Albert, Alexis, tous ces jeunes que j'ai vus en direct pouvoir réussir. Mais aujourd'hui, moi, je suis au top, je suis content pour eux. Bah ouais, effectivement, ça se voit, ça se sent et ça fait plaisir parce qu'on sent cette passion du football qui est en toi. Franchement, merci pour ça. C'est un beau feu, c'est une belle passion et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, l'émission est plus longue que prévu. Vous n'y verrez évidemment aucun inconvénient. Hein. On prend beaucoup de plaisir, on est ensemble et on démarre évidemment tout de suite avec la fameuse séquence découverte, le crack, la fraude et on démarre tout de suite avec le crack ou la fraude. Tu peux même en citer 2. Allez, ça y est, on est en prolongation. Fais ce que tu veux, mon Xavier. On va prendre un crack et un qui a joué en Belgique qui est passé un petit peu par les Pays-Bas, mais il n'a pas joué beaucoup, qui est retourné en France. C'est Vörf Mikutadze. Aujourd'hui, le mettre en avant, parce que ce week-end, c'est encore lui qui offre la victoire à Metz face au Havre, qui permet de sortir de la zone rouge pour Metz. Ouais. Depuis qu'il est revenu, avec Metz cette saison, c'est genre 16 matchs, je pense, ou 17, 10 buts quand même, 3 passes décisives, c'est déjà pas mal. Chaque fois qu'ils jouent avec Metz, je crois qu'ils ont pris avec lui 17 points sur les 29 qu'ils ont pris. Donc c'est quand même franchement fou. Et je pense que peut-être que grâce à lui, Metz va pouvoir se sauver. Et c'est vraiment un joueur, je pense, un peu sous-coté. Enfin, maintenant, il commence à avoir une grosse cote de popularité. Mais je trouve déjà même quand il était à Serein, il a fait 2 bonnes saisons. Et je comprends pas comment aucun club belge s'est positionné dessus à cette époque-là déjà. Oui, effectivement, c'est un joueur absolument incroyable qui est d'ores et déjà un petit peu sur les radars, notamment d'un club comme Lyon. Voilà, ouais, surtout quand tu vois les goals qu'il met, c'est pas genre il a plus qu'à la pousser dedans, c'est qu'il va les chercher, il fait les différences. Et ça, c'est quand même rare pour des attaquants, parce qu'il y en a beaucoup. Genre, tu prends par exemple l'exemple de Thiago, il tire beaucoup de penalties, et puis au final, il y en a beaucoup, genre il a plus qu'à la pousser dedans. Il est là, il est bien positionné, il a plus qu'à mettre dedans. Mais lui, il t'élimine un homme, enfin, il est capable de te faire la différence et de te faire gagner un match à lui tout seul. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est encore assez étonnant qu'il soit que là actuellement. Ouais, effectivement. Mais bon, on sait sa situation contractuelle.
Je pense que c'était une mauvaise étape en fait l'Ajax. Il l'a dit, l'Ajax prend aucune nouvelle de lui quand il la met, ça le félicite pas de ses goals, ses performances. C'est comme s'il était inexistant. Il l'a même dit en interview d'après-match. Ouais, très mauvais choix. Alors là, je sais pas par qui il était conseillé lui, mais parlait des mauvais agents tout à l'heure, Adrien. Là, c'est vraiment le cas. Hein. Après, en général, quand tu pars en club, en prêt, les clubs prennent pas de tes nouvelles. Hein. Quand je suis allé en Suisse à Lausanne, on n'a pas pris mes nouvelles non plus. On parle pas de. Il devrait, je trouve. Non, mais voilà. Donc moi, j'ai une nouvelle de personne quand je suis parti en prêt à Lausanne. Donc voilà. Donc. Et là aussi, c'était un bon prêt. Oui, c'était un bon prêt, mais je pense qu'au vu des qualités qu'il a, il retrouvera quelque chose. L'Ajax, en fait, c'est qui va mal cette année en plus. Voilà, qui va mal cette année, mais de base sur papier. Par rapport à ses qualités, c'est un bon choix, moi, je pense. Par rapport à ses qualités. Maintenant, ça s'est pas bien passé. Ça veut pas dire qu'il aura l'année prochaine, pas sa chance à l'Ajax, exactement. Quentin, crack et fraude ou fraude? C'est toi qui choisis. J'ai un crack, et tu vas le trouver directement, un ancien invité ici qui était libre quand il est venu chez nous. Ah, Yannick Ferreira. C'est le coach, Yannick Ferreira, qui était libre ici quand il était venu, qui, la semaine d'après ou 2 semaines après, a trouvé de l'emploi au RWDM. Et franchement, incroyable. Le boulot qu'il fait. On ressent tout. Il y a tout qui est nouveau. On sent un groupe qui est fédéré, qui est ensemble, qui a un lien avec les supporters, qui joue mieux, qui propose du beau football, qui est offensif. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Dommage que le RWDM l'a pas fait plus tôt, mais c'est peut-être ce qui va pouvoir sauver le RWDM. Donc franchement, c'est quelqu'un qu'on a pu découvrir ici dans l'émission qui était très sympa. Et franchement, un gros crack parce que je suis content pour lui. Grand point commun d'ailleurs avec Adrien, c'est qu'il est passionnant. C'est quelqu'un tu as vraiment, envie de l'écouter franchement, il nous a parlé de sa passion, de sa vision des choses en tant qu'entraîneur et tout. C'était très agréable. Et on sent que c'était quelqu'un de très passionné et qui le montre également au RWDM, qui fait ce travail vraiment avec passion et ça porte ses fruits. Il n'y a rien à dire. Pas de fraude? Non. Parce que j'en ai tout le temps, d'habitude. J'en ai tout le temps. Mais c'est pour ça que je dis c'est bien. J'aurais pu dire Leifis, notamment avec sa nonchalance défensive, qui a sauvé avec ce goal à la 94e, qui a sauvé un point, on va dire, même si il n'y a pas vraiment d'enjeu. Voilà. Mais on me parlait justement du travail de la saison après du Standard de Liège. Leifis, on sait très bien qu'il ne jouera plus. Essaye de mettre des jeunes, même si les jeunes, c'est pas trop ça suit pas trop. Soit ils sont blessés, soit ils jouent pas, soit avec le SLC, c'était pas forcément glorieux. Tu mets déjà Noubi en tant que jeune, tu mets un Panzo qui est vraiment pas bon parce que Doumbia est fébrile. Donc t'as plus que Leifis à mettre, mais quand tu le vois, le goal qu'ils encaissent 2 fois, c'est Et il faudra un gros travail de remise en question aussi concernant Lucas Noubi. Parce qu'il y en a beaucoup qui prônent Lucas Noubi sur les réseaux sociaux. Le Lucanoubisme. Ouais, mais franchement, il y a une nonchalance incroyable. Pourtant, il a des qualités. C'est dommage, il est encore jeune, il doit apprendre. C'est là tu parlais notamment de Debast avec un Vertonghen pour apprendre. Mais je trouve que Noubi n'apprend pas très bien avec Leifis à côté de lui. Mais c'est un jeune qui a du talent et qui doit aussi travailler son mindset, je pense. Voilà. Et pour être un bon élève, il faut avoir un bon professeur. Voilà. Adrien en a eu pas mal quand il était à l'académie du FC Nantes. Voilà. Il y a eu pas mal de bons professeurs, l'école à la Nantaise aussi. Ouais, c'est assez important. Adri, une craque ou une fraude? Crack, j'avais choisi la même chose, Yannick, parce que c'est un coach que j'ai eu, donc qui a décidé d'ailleurs de me donner le brassard à l'époque, et je le voyais déjà au Standard, un acharné de travail, qui a des idées claires, nettes, qui sait où il veut aller, et très content pour lui qu'il revienne en Belgique, parce que j'ai l'impression qu'il avait jamais eu ce respect ou ce mérite-là dans le championnat belge. Et aujourd'hui, content qu'un club comme le RWDM lui donne sa chance et qu'il puisse montrer de belles choses. Après, si je dois sélectionner une fraude par rapport au petit Sadiki, à ce qui s'est passé concernant Noah et les supporters, la polémique qu'il y a eu, donc, voilà, je l'ai vécu. C'est le cyberharcèlement autour de exactement. Parce que je l'ai vécu. Noah, à l'époque, il avait 19 ans quand il signait à l'Union et moi, je l'ai connu, il avait 16 ans à Anderlecht. C'est un gamin très respectueux, très bien élevé. Que ça soit son père ou sa maman, sont des très très bonnes personnes, je les connais. Et voilà, aujourd'hui, Noah a fait un choix de carrière d'aller à l'Union parce que aujourd'hui, on lui proposait plus de temps de jeu. Sportivement, il a fait un très bon choix parce qu'aujourd'hui le temps de jeu montre qu'il s'est pas trompé. Il a fait des gros matchs en Coupe d'Europe, il a aussi pu connaître la Coupe d'Europe. C'est quelqu'un de très respectueux. Quand je vois quand il a signé à l'Union, le nombre d'insultes qu'il a pu recevoir sur les réseaux, je me dis mais une fois de plus je reviens à ce que moi j'ai pu vivre, me dire mais que tu n'acceptes pas qu'il y a chez le voisin, le concurrent, c'est une chose, mais il y a une façon de dire les choses. De l'insulter de la façon dont il s'est fait insulter, c'est compliqué, donc voilà, je tenais à le faire passer. Après, ça veut pas dire que je cautionne ce que son papa a fait.
C'était ça la question qui suivait. C'était est-ce que quand on est papa, on peut péter un câble comme ça bien par sûr, pour son bien sûr, fils, mais parce qu'en fait, tu veux protéger ton enfant. N'oublions pas que Noah, c'est son papa en fait. Donc son papa veut protéger son enfant. Donc peut-être qu'il l'a mal fait avec les mauvais mots, les mauvais trucs. Il y a pas de problème. Mais ça reste un papa qui veut le bien-être de son fils. Et quand tu vas sur les réseaux et que tu vois que ton fils se fait insulter tous les jours, tu peux éclater. Moi, quand j'ai signé à Anderlecht, moi, tout seul, j'ai décidé de protéger toute ma famille. Ça veut dire que tous les réseaux étaient bloqués, Internet, j'évitais qu'ils puissent être dessus. Parce que, voilà, j'avais cette maturité, je suis parti jeune en centre de formation. Voilà. Mais c'est compliqué. Et vous voyez que Noah, par A plus B, il essaye de se défendre en se disant, ouais, mais non, on lui tombe encore dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à tolérer et qui sont restés en travers de la gorge, surtout quand je connais le gamin qui est un très bon joueur. Et voilà. Et un papa reste un papa et veut le meilleur pour son enfant. Je pense que si demain on s'acharne comme ça sur mon fils, je pense aussi qu'à un moment donné, je prendrai sa défense par A plus B, même s'il a tort. Ouais, voilà. Exactement. Et puis pour le reste, on verra évidemment ce qui se passera avec Noah Sadiki. On sait qu'en tout cas aujourd'hui, il est parti dans une bataille. Hein. Francis, son papa, il est à fond et il va soutenir son enfant. C'est très bien évidemment parce que les prestations de Noah sont excellentes et c'est un joueur qui pourrait très rapidement. Pourquoi pas? Alors, il a dit qu'il avait choisi la RDC, mais pourquoi pas switcher et choisir finalement l'équipe nationale de Belgique. Wait and see, en tout cas. Wait and see, comme d'habitude, c'est votre rubrique transfert. Aujourd'hui, elle est dédiée, ou plutôt cette semaine, elle est dédiée à l'Union Saint-Gilloise. On s'intéressera au destin de Koki Machida, de José Cordoba, qui est son potentiel remplaçant, et on s'intéressera également à Mohamed Amoura. Donc voilà, un programme assez alléchant, assez sympa. Xavier, merci. Avec plaisir, c'est ça. C'était un bonheur. On a fait un peu plus long, mais bon, l'invité. C'est que du bonheur, c'est voilà, du plaisir, comme on dit. Ça valait le coup, comme on dit. Quentin, merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et encore une fois, on va parler football, on va parler ballon, parce que cette fois-ci, on aura 2 journées à débriefer au lieu d'une. Exactement. Ça va être passionnant. Du pain sur la planche. Du pain sur la planche, exactement. Et j'espère que tu as faim. Exactement. Voilà. J'ai toujours faim. De football, j'ai toujours faim. C'est incroyable. Passionné par ce championnat. Magnifique. Adrien, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. J'ai passé un chouette moment. T'es toujours le bienvenu ici. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. Marhaba, tu es là, bienvenue. Tu viens, on t'offre quelque chose et derrière on parle. Le cœur est grand et voilà, beaucoup de bonnes choses. Et puis je te souhaite vraiment de retrouver un club. Merci d'être venu. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un grand plaisir. Allez, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. C'est tous les mardis, évidemment, le Football Time. Pour le reste qui vous reste à faire, eh bien, c'est le like comme d'habitude. Et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on vient de raconter dans les commentaires. Si vous avez été au bout de l'émission, vous êtes absolument incroyable. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.